Céline Géraud. Bonjour à tous et surtout bienvenue à bord, bienvenue dans Europe 1 13h, c'est votre journal de la mi-journée sur Europe 1. Alors à la une aujourd'hui, l'afflux massif de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa, plus de 8000 en 2 jours. Les autorités locales appellent à l'aide. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a convoqué une réunion cet après-midi. Cette crise migratoire d'une ampleur rare, on en reparle dès 13h20 et on vous attend dès maintenant pour en débattre au 01 80 20 39 21. C'est une épidémie virulente qui touche chaque année plus de 500 000 jeunes enfants. Bonne nouvelle, dès aujourd'hui, le traitement préventif de la bronchiolite est disponible en pharmacie. Le mode d'emploi dans quelques instants. Notre thématique du vendredi, l'économie peut-elle rimer avec l'écologie ? Illustration en Vendée où un fabricant d'emballage développe de nouvelles solutions pour limiter l'usage du plastique. Enfin, la Coupe du Monde de rugby, après ce match brouillon et cette victoire laborieuse face à l'Uruguay, c'était hier soir à Lille, les Bleus se sont excusés, promis juré, jeudi prochain ce sera tenu. Vous les entendrez à la fin de ce journal. En attendant, la tendance météo de ce vendredi avec vous, Géraldine Amont. Avec le retour du soleil sur la plus grande partie du pays, attention tout de même aux orages en fin de journée et des températures en hausse de 24 à 32 degrés, Céline. Merci Géraldine et rendez-vous à la fin de ce journal pour une météo complète. Europe 1. Et on ouvre ce journal donc avec cette crise migratoire qui secoue l'île de Lampedusa. Face à l'arrivée de ces 8000 clandestins, la commune déclare l'état d'urgence. La France, de son côté, a annoncé l'envoi de renforts pour lutter contre l'immigration clandestine aux frontières avec l'Italie. Et William Molinier, le ministre de l'Intérieur, a convoqué une réunion cet après-midi. Oui, toutes les directions de la place Beauvau concernées ont été convoquées pour un point de situation en visioconférence. Les policiers, les gendarmes, la Direction générale des étrangers en France, les préfets des départements frontaliers et la DGSI, le renseignement intérieur. Selon l'entourage de Gérald Darmanin, le ministre échangera ce soir avec ses homologues allemands et italiens avant une nouvelle réunion demain à 11h avec les services du ministère. Situation suivie donc de très près car la pression migratoire dans les Alpes-Maritimes est préoccupante. Les flux ont augmenté de 100% depuis le début de l'année dans ce département. Le ministre s'est rendu au poste frontalier de Menton en début de semaine. Il y a annoncé des renforts. 2 unités de forces mobiles supplémentaires vont être créées pour arriver à 200 CRS et gendarmes mobiles positionnés à la frontière italienne. Les militaires de l'opération Sentinelle chargés de faire de la reconnaissance nocturne en montagne vont passer de 60 à 120. Le nombre de douaniers va lui aussi doubler. Thématique très sensible et stratégique pour le locataire de la place Beauvau qui espère trouver un consensus sur le projet de loi sur l'immigration. Texte qui doit être débattu au Sénat à l'automne puis à l'Assemblée nationale au début de l'année prochaine. William Molinier du service police-justice d'Europe 1 et de cette crise migratoire exceptionnelle. Eh bien, on en reparle dès 13h20 avec vous. Qu'en pensez-vous ? Comment gérer cette vague massive ? Faut-il encore renforcer les contrôles aux frontières ? On vous attend dès maintenant. Au 01 80 20 39 21, l'appel est non surtaxé. Et pendant ce temps-là, à la veille des 40e journées européennes du patrimoine, toujours très populaire, Emmanuel Macron est en déplacement en Haute-Côte d'Or, à Semur en Auxlois, puis au château de Bussy-Rabutin. L'occasion pour lui, Jacques Serret, de mettre l'accent sur la préservation du patrimoine religieux. Oui, Emmanuel Macron visite en ce moment la collégiale Notre-Dame de cette petite ville de 4600 habitants, un fleuron de l'architecture gothique datant du XIIIe siècle. L'édifice est abîmé par le temps et son état est jugé très inquiétant. Un grand filet est accroché en hauteur pour retenir les morceaux qui se détachent de la voûte. L'illustration de ce qui se passe dans des milliers d'églises et de chapelles partout en France. La commune propriétaire de la collégiale n'a pas les moyens de financer cette restauration. L'enveloppe globale nécessaire est estimée à 4 millions d'euros, d'où cette mesure que veut prendre Emmanuel Macron, lancer une collecte nationale en faveur du patrimoine religieux des communes de moins de 10 000 habitants. Pilotée par la Fondation du patrimoine, cette collecte aurait le même principe que celle mise en place pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, avec un système de déduction fiscale pour les Français donateurs. Une mesure loin d'être anodine politiquement, tant les Français sont particulièrement attachés à leur clocher. Et si cette initiative s'adresse à tous les lieux de culte, elle constitue également un signal envoyé aux catholiques une semaine avant la venue du pape à Marseille. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 13h05, la suite du journal avec vous, Céline Géraud.
Et cette question que l'on se pose tous à l'approche de l'automne, de combien notre facture d'électricité va-t-elle augmenter dans les mois qui arrivent? Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Céline, bonjour à tous. Depuis plusieurs jours, fin du bouclier tarifaire, augmentation 10-20%, on entend beaucoup de choses. Est-ce que oui ou non, le tarif de l'électricité va augmenter? Il y a un risque, oui. Reprenons le fil des dernières 24 heures. Hier matin, Emmanuelle Wargon, patronne de la CRE, la Commission de régulation de l'électricité, estime la hausse des prix des tarifs réglementés que la CRE pourrait proposer pour le mois de février de l'année prochaine. C'est là qu'elle parle d'une augmentation allant de 10 à 20%. Précisons que c'est le rôle de la Commission de régulation de l'électricité, calculer le tarif théorique en fonction des prix du marché. Proposition qui sert de base aux évolutions de prix décidées chaque année en février et en août. Mais c'est le gouvernement qui choisit et qui est libre de ne pas suivre cette proposition. D'ailleurs, hier dans l'après-midi, Bruno Le Maire dit clairement que cette hausse de 10 à 20% est exclue, sauf que la formule laisse penser alors que le bouclier tarifaire dont on devait sortir d'ici la fin de l'année prochaine est de retour. Clarification ce matin signée Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, était l'invitée de Romain Desarbes sur Europe 1. Effectivement, nous allons retirer progressivement ce bouclier énergétique, mais le prix de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10%. Au 1er février Au 1er février sur l'année 2024. Ça veut dire qu'il peut y avoir une autre augmentation en août? Au 1er février et sur l'ensemble de l'année 2024. Pas plus de 10% sur l'ensemble de l'année 2024? Tout à fait. Pas plus de 10%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la déclaration initiale d'Emmanuelle Wargon a irrité l'exécutif qui ne veut surtout pas remettre le sujet sur la table tant qu'il n'y est pas obligé. C'est vrai qu'il est encore un peu tôt pour savoir ce qui se passera exactement, mais une hausse paraît inévitable et à son corps défendant, entre les lignes, tout doucement, le gouvernement valide cette idée. Merci Baptiste Morin pour cet éclairage, chef du service économie Europe 1. En bref, si vous avez un iPhone 12, mardi, vous vous souvenez, l'Agence nationale des fréquences avait demandé à la société Apple de le retirer du marché français après avoir constaté un dépassement des valeurs limites des ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain. Eh bien, ce matin, Apple annonce une mise à jour de cet appareil dans les prochains jours pour se conformer aux normes européennes. Europe 1, 13h07, le journal La Suite, Céline Giraud. Alors si vous avez de jeunes enfants, voilà une bonne nouvelle. Le premier traitement préventif contre la bronchiolite est disponible à partir d'aujourd'hui. Commercialisé par Sanofi, le Beyfortus, c'est son nom, devrait permettre une diminution d'environ 70% des infections chez le nourrisson. Et chaque année, près de 500 000 bébés sont touchés. Bonjour Yasmina Katou. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous êtes la spécialiste santé Europe 1. Alors qui est concerné et comment ça marche? Alors cela prend la forme d'une seule piqûre dans la cuisse du bébé, mais ce sérum n'est pas un vaccin. C'est un traitement par anticorps monoclonal, ce qui veut dire que les nourrissons reçoivent par injection les anticorps nécessaires pour être protégés contre la bronchiolite. L'immunité est donc quasi immédiate, se réjouit Charles Wolf, responsable vaccin France chez Sanofi. Avec une seule injection, on protège pendant toute la saison avec une efficacité qui est exceptionnelle. On est à plus de 83% d'efficacité contre les hospitalisations des bronchiolites AVRS. C'est une dose, alors il y a deux formulations. Il y a une formulation 100 mg pour les bébés de plus de 5 kg et une formulation de 50 mg pour les bébés de moins de 5 kg. Tous les enfants de moins d'1 an qui vivent leur premier hiver cette année peuvent bénéficier du traitement qui est entièrement remboursé. Les parents de nouveau-nés pourront protéger leurs enfants avant même la sortie de la maternité. Mais l'injection pourra aussi se faire chez le pédiatre, une infirmière ou encore une sage-femme. Merci Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Allez, on reste ensemble bien sûr. Dans quelques instants, les bonnes résolutions des joueurs du 15 de France après leur prestation très mitigée hier soir face à l'Uruguay. Un business frauduleux sur des cours de tennis à Paris et une société vendéenne qui développe de nouvelles solutions écologiques pour les emballages plastiques. Europe 1, il est 13h10, vous écoutez Céline Giraud, à tout de suite.